je ne me trompe pas, Joanne, c'est bien ça. Encore une fois, merci d'être ici. Cette belle journée ensoleillée pour une des rares journées qu'on a, au moins, on n'a pas de pluie, on a du soleil, mais vous êtes pognés avec nous autres. Merci d'être ici. Puis d'emblée, je vais laisser la parole à Alexandra. Fait que c'est à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Donc, on reconnaît des visages dans la foule. Merci d'être venus ce soir pour une quatrième rencontre. Donc, ce soir, c'est la consultation publique, comme Stéphane a mentionné. Donc, concernant le PIA, le règlement de zonage et le règlement de lotissement. Donc, je vais débuter avec un résumé sur le règlement de PIA. Est-ce que c'est mieux? Si vous voulez, on peut fermer les stores, mais je vois Mme Lacoste qui me dit non. On va profiter un peu de la vitamine D quand elle passe. Bon, donc on va débuter avec un résumé sur le règlement de PIA. Donc, ça va être plus court que les ateliers puisqu'on a quand même vu plus en détail les éléments portant sur le règlement lors de l'atelier. Donc, qu'est-ce qui est un PIA? Joanne? Merci. Qu'est-ce qui est un PIA? La première chose à retenir, c'est qu'un PIA, c'est une assurance de qualité, donc qui agit en complément des normes établies par le règlement de zonage ou de lotissement. Donc, il permet à la municipalité d'exercer un contrôle de qualité sur les nouvelles constructions, tout en tenant compte des particularités de chaque situation. Merci. OK, je vais essayer de faire ça. Ça va le placer? Okay. Comme ça, c'est mieux? J'ai une petite voix de souris, je suis désolée. Bon, il permet à la municipalité d'exercer un contrôle de qualité sur les nouvelles constructions, tout en tenant compte des particularités de chacun des projets. Le PIA permet de faire une évaluation qualitative de certaines zones du territoire ou de certaines catégories de travaux ou de projets. À noter que les maisons unifamiliales ne sont pas assujetties au PIA. Donc, c'est plutôt des projets commerciaux, des développements domiciliaires, donc des développements plus d'envergure qui sont assujettis au PIA. Quelques exemples de nouveautés concernant le règlement. Donc, les améliorations qui sont proposées dans la nouvelle mouture du règlement de PIA. Donc, chaque type de projet assujetti au PIA comporte son propre chapitre et son propre tableau afin de faciliter l'évaluation, puis afin vraiment d'établir des critères qui portent sur des éléments précis. Donc, au lieu d'avoir des critères juste généraux. Aussi, on a ajouté des schémas descriptifs et des photos afin d'illustrer la signification des critères. Donc, des fois, c'est écrit en langage assez soutenu urbanistique. Donc, on dit toujours qu'une photo vaut 1000 mots. Dans ce cas-ci, on essaie de justement simplifier la compréhension des critères avec des photos ou des schémas. Puis, on a aussi bonifié la documentation qui est requise donc pour une demande. Donc, la documentation elle est beaucoup plus exigeante pour qu'on ait des projets de qualité au niveau du PIA. On a aussi des exigences rigoureuses en matière de développement durable et sur la circulation automobile. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs critères qui ont été ajoutés en lien avec ça. Puis, en parallèle, pour ceux et celles qui suivent assidûment là, les conseils, vous savez qu'on a adopté, le conseil a adopté en fait une résolution concernant une étude sur la circulation, donc sur une étude sur la circulation de la 307, le 8 avril dernier au ministère des Transports pour qu'ils puissent effectuer une analyse à savoir c'est quoi l'état de la situation de la route 307. Puis, autre élément aussi qui est nouveau au niveau du règlement sur les PIA, c'est un système de pointage. Donc, pour ceux et celles qui étaient présents lors de l'atelier, donc on a beaucoup parlé de critères d'évaluation. Donc, vous savez que c'est quand même un peu vague, donc c'est qualitatif. À ce moment-ci, les critères d'évaluation viennent ajouter un aspect plus le contraire d'objectif, là, ça ne me revient pas, mais subjectif, merci. Subjectif à l'analyse. Donc, ça nous aide à vraiment bien placer, à bien analyser puis à valider si le projet répond aux critères. Donc, puis aussi, on a des notes minimales de passage qui nous aident aussi à évaluer si c'est un projet de qualité. Voilà.
Puis, on a aussi de nombreux critères concernant l'utilisation de l'eau. Donc, plusieurs d'entre vous avaient mentionné comme quoi que vous étiez inquiets concernant les nouveaux projets pour l'eau, donc la capacité de la nappe phréatique. Donc, c'est un élément qui a été pris en considération dans le PIA. Donc, on a vraiment une sous-section qui porte que sur l'eau. Puis, pour vous nommer quelques-uns des critères, donc, qui seraient évalués lors de projets qui portent sur la densité ou un projet qui nécessiterait l'utilisation de l'eau. On évaluerait, exemple, est-ce que le projet priorise la limitation des perturbations de l'aquifère, notamment en réduisant l'extraction de l'eau ou en protégeant les zones sensibles autour des points de captage. Donc, ça serait un élément qui serait analysé à travers la documentation requise pour le projet. Donc, ça, c'est pour vous en nommer qu'un, donc il y en a quand même quelques-uns. Et, bon, si on l'avait passé... Oui, voilà. Donc, pour vous résumer, les étapes d'une demande de PIA. Donc, un PIA, c'est un processus qui est discrétionnaire, qui nécessite l'approbation du conseil. Mais lorsqu'une demande elle est reçue, donc une analyse qui est faite en premier lieu par le service d'urbanisme. Donc, le service d'urbanisme fait un rapport de recommandation. Par la suite, le dossier est apporté au CCU. Donc, le CCU analyse le dossier en fonction de tous les critères qui sont établis. Et puis, le CCU fait une recommandation au conseil municipal. Par la suite, pour les projets d'envergure, comme exemple de lotissement, projet intégré, donc des projets qui peuvent avoir un impact sur le développement, à ce moment-ci, il pourrait y avoir une consultation publique. Puis, par la suite, le projet sera apporté au conseil pour décision, à savoir est-ce qu'il est approuvé ou refusé. Donc, si le projet est refusé, à ce moment-là, c'est soit que le projet est révisé ou bien qu'il est abandonné, tout dépendamment de ce que le porteur du projet souhaite faire. Si le projet est approuvé, mais à ce moment-là, on peut passer à l'approbation des permis ou des certificats nécessaires pour les travaux. Donc, à noter qu'une demande de PIA pour les travaux, dans les travaux qui sont assujettis à une demande de PIA, les permis ne sont pas émis tant et si longtemps que le conseil n'approuve pas la demande de PIA. Donc, s'il n'y a pas l'approbation de la demande de PIA, les permis de construction ou les certificats d'autorisation pour les travaux ne sont pas délivrés. Donc, la personne ne peut pas réaliser les travaux tant et si longtemps qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation du conseil municipal. Puis, bon, pour revenir sur l'atelier, donc merci à tous ceux qui ont participé à l'atelier en grand nombre. Donc, voilà la rétroaction de l'atelier du 15 avril qui portait justement sur le PIA. Donc, les critères les plus souvent retenus, parce qu'on avait des activités lors des ateliers, ont été de favoriser la conception de projets de lotissement de manière à présenter les caractéristiques naturelles et paysagères des secteurs montagneux, tout en l'adaptant à ceux-ci. Donc, ça a été un critère que les gens ont bien aimé, qui ont nommé comme en importance. Et puis, on avait comme second critère minimiser les impacts néfastes sur le milieu naturel, dont les boisés, les cours d'eau, les eaux de ruissellement, puis les îlots de verdure. Et puis, on avait aussi autre critère qui est revenu, donc assurer une cohabitation harmonieuse avec le secteur résidentiel existant et finalement intégrer un réseau de transport actif efficient. Donc, tous ces critères-là étaient demandés aux participants parmi une liste de 15 critères. Donc, on leur demandait quels sont les 5 critères pour vous qui est le plus important dans cette liste de 15 critères-là. Puis, c'était vraiment juste un échantillonnage puisque dans le règlement, on a environ une centaine de critères d'évaluation, tout dépendamment du projet qui est proposé, qui est assujetti au PIA. Mais ça, c'est ce qui revenait beaucoup. Puis, je trouvais ça quand même intéressant de vous le partager avec vous ce soir. Sinon, notre deuxième activité lors de l'atelier était les mots qui qualifient le mieux Kenklee. Donc, les participants devaient indiquer quels mots qui qualifiaient le mieux Kenklee. Puis, on avait nature, évidemment, qui est revenu en priorité. On avait rural, on avait aussi tranquillité, paisible, eau, étendue, vaste, sécurité, accessibilité, accueillante et ski, centre, potable. Donc, il y avait plusieurs autres mots, mais c'est quand même très pertinent là, de voir le résultat de tout ça. Donc, passons maintenant au résumé concernant le règlement de zonage. Donc, qu'est-ce qui est un règlement de zonage?
Donc, le règlement de zonage fixe des normes qui s'appliquent uniformément par zone, par secteur de zone ou à l'ensemble du territoire. Donc, c'est vraiment la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui encadre le contenu d'un règlement de zonage. Le règlement de zonage est un règlement d'application normative, ce qui veut dire que sa mise en œuvre ne permet pas une analyse qualitative. Donc, contrairement au PIA, la norme, c'est une norme de la part de celui qui a la responsabilité de l'appliquer, qui est généralement un inspecteur. Donc, exemple, l'inspecteur, lui, si la marge de recul, elle est 3 mètres, ben, la marge de recul doit être 3 mètres, donc c'est très normatif. Le règlement de zonage nous permet aussi de découper le territoire, donc en plan de zonage, en zones, de classer aussi les usages, donc de classifier les usages résidentiels, commerciaux, industriels, agricoles, tous les usages qu'on peut retrouver sur un territoire. Les constructions selon les critères appropriés, donc construction principale, accessoire, aussi des critères environnementaux, donc les nuisances, aussi les fonctions, donc aux endroits appropriés, et les caractéristiques architecturales, dont la superficie et la volumétrie. Imposer dans chaque zone l'occupation du sol, notamment en interdisant ou en autorisant les constructions et les usages par les grilles de spécification. Donc, finalement, quelle est la différence entre le règlement de zonage et de PIA? En fait, le règlement de zonage, c'est un règlement de nature clair, objectif et chiffré, versus le PIA, c'est plus souple, qualitatif et basé sur des critères. L'application du règlement de zonage est automatique, versus le règlement de PIA, ben, c'est tout dépendamment si les travaux qui sont assujettis, si les travaux sont assujettis. Donc, exemple, je vous donne un exemple assez banal, mais la construction d'une remise est assujettie à un permis de construction et aux normes du règlement de zonage, mais n'est pas assujettie au règlement de PIA. Donc, ça serait très long de passer chacune des remises de la municipalité au PIA. Pour vous donner un exemple plus concret, la hauteur des bâtiments maximale, je vous donne un exemple, ça peut être 10 mètres, versus le règlement de PIA, lui, ne dira pas le bâtiment doit avoir 10 mètres. On aurait plutôt un critère qui serait libellé comme ça. Donc, on évalue si un nouveau bâtiment s'harmonise avec la hauteur des bâtiments voisins. Donc, c'est vraiment qualitatif à savoir, parce que 10 mètres, c'est bien, ça peut être bien pour la norme, mais si, exemple, on est dans un cas où est-ce qu'il y a un bâtiment de plus petite taille à côté, puis c'est un bâtiment, exemple, patrimonial, mais on va vouloir peut-être s'ajuster et abaisser le 10 mètres plutôt à 8 mètres pour qu'on ait une harmonisation avec le bâtiment voisin. Oui, autre élément très important, donc, qu'est-ce qui est un périmètre urbain? Ça va revenir quand même assez souvent dans la présentation, donc je tenais à vous le mentionner plus tôt dans la présentation. Donc, le périmètre urbain désigne la limite géographique où sépare la zone urbanisée, donc le noyau villageois, puis les quartiers résidentiels, des espaces plus ruraux environnants. Plusieurs normes réglementaires sont modulées en fonction de l'emplacement d'un lot, soit à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, dans la présentation ici, donc dans la page juste en haut, vous voyez le périmètre urbain, c'est vraiment la ligne rouge qui est délimitée sur la carte. Puis, autre élément aussi d'information qui était intéressant à vous mettre au parfum avant de continuer avec la suite, c'était les différentes typologies de logements. Donc, une typologie de logement, c'est quoi? C'est les sortes de bâtiments résidentiels que la municipalité peut prévoir. Donc, on a l'unifamilial, qui est une résidence avec un logement. On a le bifamilial, qui est une résidence avec 2 logements. Trifamilial, donc ça le dit dans le nom, donc on est à 3 logements. Puis le multifamilial, on est dans un bâtiment de 4 logements et plus. Donc, la nouveauté au niveau du règlement de zonage, c'est qu'il y a une réduction au niveau de la densification. Donc, c'est un élément qui a été longuement mentionné lors des multiples consultations qu'on a eues. Donc, ça a été réduit. Donc, la réduction de la densité résidentielle en retirant les types d'habitation trifamiliales, multifamiliales sur presque tout le territoire, à l'exception de la zone MV2, où se situe l'IGA actuellement. Puis aussi, en matière de réglementation de zonage, il est interdit d'interdire un usage sur l'ensemble du territoire. Donc, bien qu'on aurait aimé ne plus avoir de trifamilial, de multifamilial
ou sur l'ensemble du territoire, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme nous l'empêche. Donc, on doit absolument garder un endroit où c'est permis. Puis, logiquement, où est-ce que le IGA, puisqu'il y a déjà des infrastructures commerciaux, ça faisait du sens de le permettre à cet endroit-là. Donc, on peut voir la carte avant et après au niveau de la réduction de la densité. Donc, à gauche, c'était le premier règlement de zonage. Donc, les zones oranges, c'était où est-ce que le multifamilial était permis, puis les zones jaunes, où est-ce que le trifamilial était permis. Et puis, à droite, on a où les zones multi- et trifamiliales sont permis. Donc, seulement la zone où est-ce que se situe le IGA. Donc, on voit quand même bien la différence avant-après. Et puis, autre élément aussi qui a été ajusté là, suivant les consultations publiques, ça a été la hauteur des bâtiments. Donc, maintenant, le nombre d'étages a été réduit à 2 ou 3 étages, tout dépendamment de la zone. Donc, on peut voir aussi encore sur la carte, puisque je trouvais plus facile de vous imager avec la carte. Donc, avant, on pouvait aller jusqu'à 5 étages, tout dépendamment de la zone. Donc, en bleu, c'était 4 étages maximum. En mauve, c'était 5 étages maximum. Et le reste du territoire, donc tout ce qui était gris, c'était entre 2 et 3 étages. Donc, l'autre carte, donc la carte de droite, c'est maximum 3 étages. Puis tout ce qui est en gris, c'est maximum 2 étages. Donc, on est vraiment revenu à une densité d'hauteur plus faible. Puis, nouveauté du règlement aussi, c'était l'encadrement rigoureux des projets intégrés. Donc, auparavant, on avait à peine une page réglementaire qui portait sur les projets intégrés. Maintenant, ça a son propre chapitre, donc plusieurs pages qui portent sur cela. Donc, en fait, c'était pour faire des lignes directrices communes à tous les types de projets intégrés, que ce soit des projets intégrés résidentiels, commerciaux, mix ou villégiature. Des critères d'aménagement sont désormais édictés et les projets doivent répondre à des exigences précises en matière de densité, d'intégration au paysage, de circulation, d'espaces verts, de stationnement, ainsi que d'autres éléments essentiels à la planification harmonieuse du projet. Une section spécifique a été créée afin d'encadrer les projets de villégiature comportant des usages touristiques. Donc, c'est des éléments qui sont quand même assez uniques. Donc, on ne pouvait pas les traiter comme un projet soit résidentiel ou commercial. Puis finalement, certaines normes sont prises directement du document complémentaire du schéma d'aménagement de la MRC. Donc, la MRC établissait déjà beaucoup de balises concernant les projets intégrés qui ont été repris dans le règlement de zonage. Puis, pour ceux et celles qui ne sont pas très familiers avec un projet intégré, c'est quoi? C'est un développement planifié dans son ensemble, souvent réalisé sur un seul grand lot. Donc, on a un grand lot où plusieurs bâtiments principaux, par exemple des maisons rangées, des immeubles, sont regroupés autour d'infrastructures communes comme des rues privées, des stationnements ou des espaces verts. Mais tout ça, c'est sur le même lot. Ces projets sont souvent en copropriété, ce qui signifie que les résidents partagent la propriété et l'entretien des parties communes, tout en étant propriétaires de leur unité. Donc, l'ensemble est conçu pour former un tout cohérent, bien intégré à son environnement. Donc, ça, c'est ce qui est un projet intégré. Autre nouveauté aussi, c'est les UHA. Donc, auparavant, on avait les logements supplémentaires qui étaient autorisés comme densité, mettons, qu'on pouvait ajouter à une résidence, mais c'était quand même très restrictif et il y avait beaucoup de balises. Donc, le UHA, c'est comme une nouvelle mouture du logement supplémentaire, une unité d'habitation accessoire, sauf qu'on peut le faire en mode détaché, attaché ou intégré. Donc, il y a plusieurs modes qui sont permis, puis il y a moins de balises restrictives. Donc, ce qui laisse plus de latitude, puis qui peut encourager aussi la densification douce du territoire, puis une densification qui est plus adaptée aussi à notre réalité, donc qui est plus rurale. Aussi, autre nouveauté, donc suivant les ateliers qu'on a eus auprès de vous, puis donc on a retourné à un écran végétal de 6 mètres. Donc l'écran végétal va être à 6 mètres
sur l'entièreté du territoire de Kenkey. Donc, auparavant, dans la première mouture du règlement de zonage, on prévoyait 3. Après ça, on avait prévu 4. Puis là, on est revenu à 6 qui étaient auparavant prévus dans notre règlement de zonage. Donc, partout sur la municipalité, les écrans végétaux vont être de 6 mètres. Pour ceux et celles qui ne sont pas nécessairement familiers avec un écran végétal, qu'est-ce que c'est? C'est une bande de végétation située au pourtour des limites du terrain, constituée d'arbres et d'arbustes et d'arbrisseaux. Donc, c'est vraiment une bande végétalisée qui est située aux limites d'un lot. Autre élément aussi, donc superficie boisée des terrains, donc la réduction de 10 de la superficie boisée d'un terrain, donc passant à 60 dans les projets, dans le projet de règlement pour les terrains résidentiels au lieu de 70. Il est désormais plus possible de soumettre une demande de dérogation mineure concernant la réduction de la superficie boisée des terrains. Donc, juste passer à l'autre page. Donc, grosso modo, pourquoi qu'on souhaitait réduire la superficie boisée de 10 c'est que actuellement, tous les projets de construction qu'on a, la majorité, donc je vous dirais presque 90 les gens déboisent déjà 60 en fonction de l'espace qui est requis, soit pour le passage de la machinerie, pour l'implantation des installations septiques, du puits, des garages, remises, tout ça. Donc, les gens, souvent, quand ils s'établissent à Kenkey, ils ont besoin d'espaces extérieurs, là, comme des garages et des remises et tout ça. Puis, c'était assez limité en fonction aussi de la topographie. Donc, souvent, les terrains ont des topographies assez accidentées ou des contraintes naturelles, ce qui rend des fois difficile d'aménager le tout. Donc, voilà pourquoi on a décidé de diminuer le 60 C'est vraiment pour refléter la réalité parce que actuellement, on ne pourra plus faire de dérogation mineure sur cet élément-là. Mais par contre, en contrepartie, on va établir des mesures de sécurité pour protéger le 60 qui va rester. Donc, avant toute construction d'un bâtiment principal ou de bâtiment qui nécessite une excavation, il va devoir y avoir une mesure de protection des arbres. Donc, il va y avoir un périmètre de sécurité qui va être établi au pourtour des arbres, qui doit être protégé, donc le 60 Puis à ce moment-là, on va au moins s'assurer que les arbres matures vont être conservés. Parce qu'à l'heure actuelle, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils rasent tout, puis là, ils replantent, mais on s'entend que de couper des arbres matures pour replanter, c'est pas mieux. Donc, l'objectif, c'est vraiment de conserver le 60 puis de aussi considérer la réalité avec la topographie de Kenkey. Merci. Donc, aussi, rétroaction concernant l'atelier du règlement de zonage. Encore une fois, merci de votre participation. L'atelier du règlement de zonage s'est fait un peu sous forme de questionnaire. Donc, des questions étaient posées à chacun des participants. Puis, il leur demandait s'il était en accord avec les changements qui avaient été apportés dans le règlement. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de vous chiffrer, de vous démontrer le résultat du questionnaire qu'on vous a fait faire. Donc, pour le retrait de la densification, 30 participants sur 33 étaient en accord, ce qui n'était pas étonnant. Donc, au moins, on a pu en rendre plusieurs très heureux à ce niveau-là. La diminution du nombre d'étages aussi. Donc, 30 participants sur 33 étaient en accord avec la réduction du nombre d'étages. Les écrans végétales à 4 mètres, 18 sur 33 étaient en accord, 7 sur 33 étaient plutôt en accord, puis on en avait 6 sur 33 qui étaient plutôt en désaccord. L'arrivée des unités d'habitation accessoires, c'était un peu partagé, mais la plupart étaient en accord, donc 18 sur 33. Puis finalement, la réduction de la superficie d'espace boisé à 60 15 sur 33 étaient tout à fait d'accord, puis 12 sur 33 étaient plutôt d'accord. Puis, les mesures ajoutées des protections, les mesures dans le fond pour la protection des arbres, les gens étaient quand même très en accord. Sinon, la zone tampon, à l'époque, c'était réduction à 4 mètres. Là, donc là, ça a été changé depuis. Donc, suivant la rétroaction avec l'atelier, ça a été réapporté à 6 mètres, mais les gens étaient quand même en accord avec ça. Et les études exigées sur l'eau, donc l'utilisation de l'eau durable, les gens étaient quand même très en accord avec cela. Les études de la circulation aussi. Et puis finalement, sur les projets intégrés, donc est-ce que les gens étaient en accord avec les projets intégrés? Il
il y avait des gens qui étaient tout à fait d'accord ou ni d'accord ni pas d'accord. Donc, voilà pour la rétroaction sur les ateliers. Sinon aussi, on avait aussi une partie qui demandait vos commentaires, donc les commentaires récurrents qui ont revenu lors de cette soirée-là. On avait l'étude doit avoir une garantie sur la qualité de l'eau. On demandait que l'étude doit avoir une garantie sur la qualité et la durabilité de sa capacité de débit en eau. Donc, juste pour vous mettre en contexte, le Conseil a adopté, lors de la séance du 8 avril, si je ne me trompe pas, une résolution pour mandater un expert conseil en hydrologie pour lui demander qu'est-ce qu'on aurait besoin comme étude hydrologique pour avoir un portrait de la situation de l'aquifère de la municipalité. Et les gens en lien avec ça avaient demandé que l'étude ait une garantie sur la qualité et la durabilité de sa capacité en eau. Donc, voilà. Il importe de choisir une compagnie ou une bonne réputation qui sera impartiale et indépendante. Donc, c'est un élément qui était quand même revenu lors de cette soirée-là. Donc, les gens souhaitaient que la municipalité choisisse une compagnie qui a une bonne réputation dans le domaine hydrogéologique. Et puis, l'étude devrait se faire après avoir obtenu des subventions et non au moyen d'une augmentation des taxes. Donc ça, c'était tous les commentaires là, des participants. Vous voyez que l'eau a quand même occupé une place d'importance dans les commentaires. Et puis, finalement, il faudrait augmenter le nombre d'inspecteurs et d'effectifs. Donc ça avait revenu cette fois. Puis, il y a trop de trafic sur la route 307. Donc, en réponse à quelques-uns des commentaires, donc lui portant sur la garantie, sur la qualité et la durabilité de sa capacité en débit en eau. Donc, je trouvais quand même important de vous informer concernant cela. Donc, l'étude de l'aquifère va notamment permettre de mieux connaître l'étendue de l'aquifère, sa caractéristique hydrogéologique ainsi que ses zones de vulnérabilité, mais elle ne vise pas à garantir la qualité et la durabilité de la capacité des débits en eau pour des futurs projets. Donc, ce sont plutôt des études hydrogéologiques spécifiques exigées dans le cadre de projets de développement qui permettent d'évaluer au cas par cas si un projet pourrait compromettre la qualité ou la disponibilité en eau. Donc, c'est important de savoir que c'est comme un portrait global de la situation actuelle qui nous permet de porter des attentions plus particulières ou porter des attentions précises en lien avec les zones vulnérables, mais ce n'est pas pour garantir la qualité ou la durabilité de l'eau pour les projets puisqu'on ne connaît pas les projets qui vont nous être proposés. Puis une compagnie avec une bonne réputation qui est impartiale et indépendante, eh bien, la municipalité est bien consciente de l'importance de confier ce type d'études à une firme qualifiée, indépendante et reconnue pour son professionnalisme. On sait que c'est un enjeu majeur aussi qui suscite beaucoup d'inquiétudes auprès des citoyens. Donc, nous allons suivre un processus rigoureux de sélection, souvent par appel d'offres, qui inclut des critères de compétences, d'impartialité, d'expérience spécifique en hydrogéologique. Puis, il est dans notre intérêt, autant de celui des citoyens, de s'assurer que l'étude soit crédible, objective et réalisée selon le plus haut standard scientifique. Puis, l'étude devrait se faire après avoir obtenu des subventions et non au moyen d'une augmentation des taxes. Donc, nous partageons cette préoccupation. Des estimés des coûts seront exigés par le biais des recommandations de notre expert conseil. L'objectif est de limiter au maximum les impacts financiers sur le budget municipal et par conséquent sur le fardeau fiscal des citoyens. Il est important de comprendre que cette étude est un investissement stratégique pour l'avenir de la municipalité. Elle nous permettra de prendre des décisions éclairées sur notre développement en assurant la protection de nos ressources les plus précieuses, soit l'eau, puisqu'on n'a pas de système d'aqueduc. À la suite de l'atelier, donc nous avons intégré au règlement une disposition additionnelle afin d'interdire l'entreposage extérieur dans les écrans végétaux. Donc, c'est un élément qui nous avait été mentionné. On a retourné à un écran de 6 mètres partout sur le territoire. Puis, nous avons aussi modifié avec plusieurs normes en lien avec la nuisance sonore pour les zones de médication sonore et les zones tampons. Donc, passons au résumé sur le règlement de lotissement, ce qui concluait le résumé du règlement de zonage. Merci. Je vais
prendre une petite pause. C'est vrai que ça fait du bien. OK. Donc, passons au résumé de règlement de lotissement. Juste m'assurer que je ne perds pas ma moumoute. Oui. Bon, qu'est-ce qui est un règlement de lotissement? Je pense que vous allez être des pros urbanistes à la fin de toute cette session de consultation d'atelier, puisqu'on revient souvent sur les mêmes éléments, mais il y a des gens qui se rajoutent qui n'ont pas été présents aux ateliers, exemple sur le lotissement, donc c'est quand même pertinent de toujours répéter l'information. Puis pour ceux qui étaient là, bien, des fois, ça vient préciser quelques éléments, des fois qu'on ne comprenait peut-être pas la première fois. Donc, qu'est-ce qui est un règlement de lotissement? C'est un règlement qui permet de contrôler le découpage des lots sur le territoire, de restreindre le lotissement dans certains secteurs, de régir ou d'interdire les nouvelles voies de circulation, d'exiger des conditions à respecter pour l'approbation d'un plan lié à une opération cadastrale. Donc, le contenu d'un règlement de lotissement découle de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Puis aussi, la majorité du contenu compris dans le règlement était dicté par le schéma d'aménagement. Donc, on est en stricte concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC. Qu'est-ce qui a été changé au niveau du règlement de zonage, du règlement de lotissement, excusez-moi. Donc, c'est la dimension et la superficie minimale d'un lot. Donc, ça fait beaucoup le yo-yo, mais suivant l'atelier qu'on a eu au début du mois de mai, les dimensions des lots ont été fixées à 5000 m². Donc, c'est une nouvelle dimension. Puis ça, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre urbain. Puis la largeur minimale demeure la même, donc 45 mètres. Puis la profondeur minimale, tout dépendamment si on est dans un corridor riverain ou non, on est à 45 mètres ou 75 mètres. Donc, auparavant, on était à 4000 mètres, puis là, bien, on est revenu à 5000 mètres pour les lots, tous lots qui sont situés soit à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre urbain, qui sont non desservis, partiellement desservis ou totalement desservis. Donc, pour l'instant, on n'a aucun lot qui sera totalement desservi puisqu'on n'a pas les infrastructures. Voilà. Puis, pourquoi Kentley est non conforme au schéma d'aménagement? Comme vous savez, le schéma dictait des normes qui étaient beaucoup plus petites. Donc, on souhaitait une densification au niveau du périmètre urbain. Mais comme vous savez, après avoir entendu les préoccupations des citoyens, donc c'est un élément qui est revenu souvent, la municipalité de Kentley dispose maintenant d'un levier nécessaire pour déposer un règlement non conforme à la MRC sans compromettre sa crédibilité. Donc, le préfet de la MRC, Marc Carrière, a confirmé ne rien vouloir nous imposer. Donc, il nous a donné son appui dans nos démarches. Donc, bien que le schéma, par concordance, nous exige des normes plus petites, on pense avoir l'appui, donc selon les dires de M. Marc Carrière. Puis, le ministère aussi semble également adopter la même orientation que la MRC concernant la non-conformité de la municipalité face aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire, donc les fameuses OGAT. Donc, juste pour vous faire un petit récapitulatif de ce que je viens de vous dire en images. Donc, l'ancien règlement de 2005, donc le règlement de lotissement qui est actuellement en vigueur, prévoyait une superficie minimale de 5000 mètres pour les lots. Puis, on avait une mesure adaptative. Donc, si plusieurs lots sont créés simultanément, la superficie minimale peut être réduite jusqu'à 4000 m², pour autant qu'on ait une moyenne de 5000 mètres. Donc, le schéma d'aménagement, lui, ce qui dictait, c'est qu'une superficie minimale à l'intérieur du périmètre urbain était de 2800 m². Puis ça, c'est pour un lot non desservi. Puis la superficie maximale était de 3500. Donc, la nouvelle mouture du règlement de lotissement, donc celle de 2025, suivant l'atelier qu'on a eu au début du mois, la superficie minimale est passée à 5000 mètres. Ça, c'est pour les lots qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre urbain. C'est sûr que malgré le 5000, on a des dispositions encore plus restrictives qui concernent les zones rurales. Donc, dans les zones rurales, la superficie minimale est de 18 500 m². Donc, ça, on va conformer au schéma d'aménagement. Pour les zones de réserve frontière aussi, c'est de 18 500 m². Et pour les zones forestières et naturelles aussi, on est à 18 500 m². Donc, toutes les zones qui sont à l'extérieur, qui sont
ni dans une zone rurale, ni dans une réserve foncière, ni dans une réserve forestière et naturelle est de 5000 m², puis tous les lots situés à l'intérieur du périmètre urbain qui soient partiellement desservis ou non desservis est de 5000 m². Donc, la rétroaction de l'atelier du 7 mai qui portait sur le lotissement. Donc, on avait une question, on avait un atelier aussi, mais on avait comment je pourrais dire, on demandait aux participants de faire un projet de lotissement, mais on avait aussi des questions. Puis, dans le formulaire de questions, la seule question qu'on demandait, c'est est-ce que la superficie d'un lot de 4000 mètres, que la superficie minimale d'un lot à l'intérieur du périmètre urbain soit de 4000 mètres? Est-ce que les gens étaient en accord avec ça? Donc, c'était quand même un peu partagé. Avant l'atelier, les gens n'étaient pas du tout d'accord avec cet élément-là, donc 9 personnes sur 21. Puis, après l'atelier, donc, ça n'a pratiquement pas changé. C'est sûr qu'il y a des gens qui étaient ni d'accord ni pas d'accord, qui étaient plutôt neutres face à cette question-là. Mais la majorité, c'est ça. Soit les gens étaient neutres ou soit les gens n'étaient pas du tout d'accord. Donc, la raison pourquoi ça a passé à 5000 m². Et finalement aussi, on avait dans ce questionnaire-là, on avait une boîte qui demandait les commentaires des gens face au règlement de lotissement. Puis, voici les commentaires récurrents là, qui sont revenus quand même assez souvent. Donc, la préoccupation diverse liée aux impacts de cette décision sur l'environnement. Donc, plusieurs étaient inquiets que le 4000 m² pour les lots allait poser des effets néfastes sur l'environnement. Une étude est demandée pour le 4000 mètres et qu'elle soit consultable pour les citoyens. Donc, les gens voulaient qu'une étude soit faite. Rappel de l'importance de développer de manière concertée et réfléchie. Donc, ça, c'est un autre commentaire aussi qui est revenu là, lors de l'atelier. C'est ce qui conclut la présentation de ce soir. Donc, merci pour votre attention. On va faire une petite pause de 10 minutes. Donc, par la suite, on va revenir avec la période de questions. Donc, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui attendent ce moment avec impatience. Donc, on se retrouve tantôt. Merci.
On va redébuter. Excusez, on va redébuter. Attends juste une minute que Joanne nous dise qu'elle repart le système. C'est beau, Joanne? Donc, je vous ai menti tantôt. Je vous ai dit qu'après la pause, on allait avoir la période de questions, mais j'avais juste une petite partie sur la mise au point. Excusez. Oui, donc comme je disais tantôt, je vous ai un peu menti. Donc, je vous disais, après la pause, ça sera la période de questions. Ça s'en vient sous peu. J'avais oublié qu'on avait une mise au point sur la révision réglementaire. Donc, c'est quelques pages. Inquiétez-vous pas, on ne repart pas pour 30 minutes. Donc, juste pour vous donner un aperçu global de la mise au point, donc on a le règlement de zonage qu'on est rendu à sa deuxième mouture. Donc, on a eu la première adoption en 2024 et la deuxième adoption en 2025. Donc, pour le règlement de zonage, lui est assujetti à un registre. On a le règlement de lotissement aussi qu'on est rendu à la deuxième mouture. Il n'y a pas de registre pour le règlement de lotissement. Puis, pour le PIA, donc c'est la première mouture qui est en adoption. Puis, il n'y a pas de registre non plus pour le PIA. Donc, rapidement, les étapes d'adoption pour le règlement de lotissement PIA sont les mêmes parce qu'ils ne sont pas assujettis à un registre. Donc, c'est le dépôt du projet de règlement qui a été fait le 11 mars. Par la suite, on a eu l'atelier participatif le 15 avril et le 7 mai. La consultation publique aujourd'hui, donc le 26, et l'adoption finale donc, du règlement de lotissement et PIA est prévue pour le 10 juin. Donc, c'est une date qui est tentative. Ah oui, puis sans oublier de vous mentionner qu'il y a eu des modifications entre l'atelier et la consultation publique et il va y avoir encore des modifications concernant le règlement de lotissement et PIA après la consultation publique suivant les commentaires qui vont nous être émis, les questions qui vont nous être posées ce soir. Et l'adoption, comme je dis, la version finale de ces règlements-là, la date tentative est le 10 juin. Puis par la suite, on va l'envoyer à la MRC pour conformité. Si tout va bien, l'entrée en vigueur devrait se faire dans les prochains mois ou semaines suivant le 10 juin. Pour le règlement de zonage, donc c'est différent. Donc le règlement de zonage, lui, dans ses étapes d'adoption, puisqu'il y a un registre, c'est différent. Donc le dépôt du règlement de zonage a été fait encore une fois le 11 mars. On a eu l'atelier participatif le 22 avril. Donc, il y a des modifications qui ont été faites au règlement de zonage entre le 22 avril et la consultation d'aujourd'hui, du 26 mai. Encore une fois, il va y avoir d'autres modifications là, suivant les commentaires et les questions qu'il va y avoir aujourd'hui. Puis, l'adoption finale du règlement aussi est prévue pour le 10 juin, la date tentative. Donc, si le règlement est adopté le 10 juin, à ce moment-ci, la tenue du registre va avoir lieu le 17 juin. Donc, c'est sûr que si on ne l'adopte pas le 10 juin, ben on n'aura pas la tenue du registre. Mais si tout va bien, donc, c'est dans cette optique-là qu'on s'enligne. Puis, à noter que c'est seulement le règlement de zonage qui est assujetti au registre. Une fois que le registre va être complété, on va l'envoyer à la MRC pour conformité. Oui, puis un autre point que je tenais à vous mentionner, la révision du périmètre urbain. Donc, la révision du périmètre urbain ne peut pas être faite à travers le règlement de zonage par la municipalité, puisque le périmètre urbain, c'est seulement la MRC qui peut édicter, dans le fond, le périmètre urbain à travers son schéma d'aménagement. Le 8 avril dernier, justement, le Conseil a adopté une résolution afin de demander à la MRC de réviser le périmètre urbain et les affectations du territoire. La MRC prévoit entamer une révision de son schéma d'aménagement à partir de 2025-2026. Puis à noter aussi que la MRC tiendra des consultations publiques là, en lien avec la révision de son schéma d'aménagement. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, si vous voulez apporter un changement sur la limite du périmètre urbain, de vous mentionner parce qu'une fois que ça va être changé dans le schéma d'aménagement, nous, on va pouvoir faire la modification dans nos règlements d'urbanisme par concordance. Donc, c'est vraiment la MRC qui peut édicter la limite d'un périmètre urbain.
Puis passons à la période de Mais questions. avant de passer à la question, Ah moi oui. j'ai une question pour toi. Quand est-ce que la population va pouvoir voir le document complété et corrigé? Bon, ça peut prendre du temps, donc il faut comprendre que si la MRC adopte son nouveau schéma d'aménagement, exemple en 2026-2027, elle l'envoie au ministère des Affaires municipales pour approbation. Donc ça peut prendre aussi quelques temps. Puis par la suite, une fois qu'il est entré en vigueur, nous, la municipalité, on a 2 ans pour modifier la réglementation de concordance. Donc on pourrait dire dans une horizon de 2027 si tout va bien, s'il n'y a pas trop de délai. Parfait. Mais les règlements, là, le PIA, le lotissement, puis le zonage qu'on a fait aujourd'hui, Mhm. quand est-ce que la population va voir les correctifs dans les documents qu'on va leur transmettre? Ah oui. Donc, puisque le règlement est toujours en évolution en fonction de la rétroaction qu'on collecte auprès des citoyens, le document évolue beaucoup depuis le dépôt du projet là, qui a été fait le 11 avril. Non, Oui. le 11 février. Mars. Avril, mars, merci. Je suis un peu perdue dans mes dates. Donc, le 11 mars passé. Donc, on va essayer, puisque c'est le 10 juin qu'on veut faire l'adoption finale, on va essayer de publier la version finale du règlement quelques jours la semaine avant, là, pour que vous puissiez prendre conscience de toutes les modifications qui ont été faites dans le règlement, puisque là, c'est ça, nous, on travaille actuellement à faire toutes les modifications, donc c'est sûr que ça prend du temps, mais c'est ça. Donc, on essaie de vous le rendre disponible avant l'adoption finale au Conseil. Le micro est ouvert pour les gens, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Alexandra puis moi, on va essayer d'y répondre au meilleur de nos connaissances, fait que vous êtes bienvenus. C'est pas si clair que ça, il me semble, ou c'est très clair? Madame Pilon. Vous l'aviez. Vous l'avez. Bonsoir tout le monde. J'essaie de... Moi, je connais votre nom, c'est pas un problème, mais OK, Suzanne Pilon. merci. J'essaie de comprendre la question de non-conformité avec la MRC. Donc, est-ce que c'est seulement au niveau de délimitation du périmètre d'urbanisation que les règlements de concordance qu'on prévoit approuver et envoyer à la MRC, c'est seulement le périmètre qui est non conforme ou autre chose aussi? En fait, au niveau du périmètre d'urbanisation, on est conforme. Donc, on a repris exactement celui que la MRC a intégré dans ses documents de planification. C'est au niveau de la superficie des lots. Donc, au niveau de la superficie des lots, la MRC prévoyait des lots jusqu'à une superficie de 2800 mètres carrés à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, au lieu de respecter la dimension qui était des petits lots à l'intérieur du périmètre urbain, nous, on a indiqué qu'on voulait 5000 mètres carrés partout sur le territoire. Donc, à ce moment-ci, on est non conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Donc, je ne comprends pas comment... moi, j'ai pensé qu'il fallait envoyer quelque chose conforme pour être approuvé par la MRC puis ensuite par Québec. Parce que si ce n'est pas conforme... comment est-ce que ça peut être approuvé ou entrer en vigueur si ça n'a pas été approuvé par la MRC? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait, dans le fond, attendre d'adopter nos règlements de concordance après que le schéma soit changé pour nous le permettre d'être conforme, dans le fond? Le schéma ne sera pas changé puisque eux sont assujettis à des conformités au niveau des OGAT. Donc, à ce moment-ci, c'est vraiment un Excusez-moi, enjeu. je n'ai pas compris la dernière partie de votre dernière phrase. La MRC ne changera pas sa superficie minimale à l'intérieur des périmètres urbains. C'est vraiment nous, Ken Clay, qui a décidé de faire ça de notre plein gré pour s'adapter à notre territoire à nous. L'idée derrière ça, c'est un geste politique. Donc, pour la suite des choses, pour la conformité, c'est vraiment au niveau des politiciens qui sont impliqués dans tout ça, là. Donc, moi, je ne peux pas vous donner de réponse technique parce que ça sort de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais comme je pourrais dire, c'est que la seule chose qui est importante de comprendre, c'est que la MRC ne va pas changer sa dimension minimale à l'intérieur du périmètre, à l'intérieur des périmètres urbains pour la dimension de ses lots. Donc, c'est vraiment un geste
de la municipalité de Kentley. J'avoue que je comprends toujours pas, mais peut-être on peut se Ben, parler je après. vais essayer de le phraser autrement, là, dans un langage autre qui est peut-être pas mieux, là. C'est qu'à l'heure actuelle, la direction là, ça veut dire Alex puis moi, ne recommandera pas cet élément-là au conseil municipal. Le conseil municipal va l'accepter quand même selon les discussions qu'on a avec eux. Une fois qu'ils vont être acceptés, on va prendre la résolution, puis on va l'envoyer à la MRC pour autorisation. La MRC, la direction générale ainsi que le service d'urbanisme de la MRC ne recommandera pas l'élément. Mais par contre, le conseil des maires ont déjà jasé ensemble, puis eux autres, c'est un geste politique, ils vont l'accepter. C'est ce qu'on a comme information. Et après ça, Québec n'intervient pas, ça demeure, ça l'arrête à la MRC. Il va falloir que quelqu'un intervienne ou quoi que ce soit qui nous dise que c'est pas correct. Mais l'information qu'on a présentement, pour avoir discuté avec le MAMAGE, discuté avec certains, on dit c'est la population qui nous a demandé ça, cet exercice-là. Il y a eu quand même plus de 3 fois le nombre minimum qui sont venus au registre. Donc, on a juste émis ça, puis tout simplement, on va voir la réaction qu'ils ont. Mais présentement, ils n'en font pas de bouton, si vous me permettez l'expression. Ils vont accepter la situation comme qui est là. C'est ce qu'on a comme information. Je ne sais pas si c'est plus clair, là. C'est un peu comme une dérogation officieuse. Bien, on va soumettre les documents, puis c'est ça. Il va falloir que Québec y revienne. Si Québec vraiment n'est pas d'accord, bien, ils vont revenir à l'MRC. L'MRC va revenir chez nous. Mais je vous dis tout ça sur réserve. C'est pas Stéphane qui décide, c'est pas Alexandra. C'est le conseil qui va décider. Si le conseil est d'accord, après ça s'en va à MRC, c'est le conseil des maires qui va décider. Mais si les deux organismes recommandent le mécanisme, bien, dit oui, si la municipalité dit oui, puis si la MRC dit oui, bien à ce moment-là, nous, on va avoir notre certificat de conformité, puis le règlement va être en vigueur. Donc, ça va être comme conforme, mais avec certains éléments dérogatoires. Ça ne sera pas conforme, mais ça va être toléré. C'est ça. Ils vont, si vous me permettez l'expression, c'est ça. Ah, okay. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on a comme information. OK. OK, merci. Plaisir. Bon, M. Perrin commence à connaître mon nom, mais je vais le donner. M. Patrick Hannon, au district 5 des Érables. Merci, Shannon. C'est un des rares fois, M. Perrin, que je peux vous dire, vous avez fait peut-être une erreur, Bon, mais j'ai une solution. Allez-y. J'ai écrit à la MAMAGE, puis aux députés concernant les règlements, les grandeurs de lotissement, d'où est-ce que ça venait. Ça a pris du temps avant d'avoir la réponse. La réponse que j'ai eue, parce que l'OGAT dit déjà, et la loi sur l'aménagement du territoire, c'est les MRC peuvent dicter la grandeur des terrains dans leur lotissement, et ils peuvent donner des terrains plus grands pour des caractéristiques spécifiques au territoire, dans certaines municipalités. Et il y a un nouveau règlement qui est sorti cette année en 2024. Ils ont 6 nouveaux suppléments à l'OGAT. Un est justement le lotissement, la grandeur. Puis tout de suite, au paragraphe 3, ils disent que les MRC peuvent donner des terrains plus grands que ce qui a été fait pour des considérations particulières. Malheureusement, ils ne disent pas comment il faut que ça soit fait. Moi, ce que je recommande, c'est qu'en même temps que vous soumettez nos règlements à eux, faites la demande officielle à la MRC qui a l'autorité. Je vais vous envoyer, je peux vous citer, je ne l'ai pas emmené avec moi, le paragraphe, mais je peux vous citer le paragraphe de l'OGAT et le nouveau supplément qui est grandeur de lotissement que justement le bureau régional de la MAMAGE m'a donné pour demander officiellement à la MRC de dire à Kentley, pour les particularités qu'on a du territoire, que ça soit 5000 mètres carrés pour les raisons aquifères et le fait qu'on n'a pas d'études pour le faire. Alors, avec ça, c'est sûr qu'ils ne pourront pas dire non conforme. Maintenant, j'imagine qu'ils vont dire, bien, on commence la révision du schéma d'aménagement révisé, donc on peut le faire dans le prochain. Mais je ne vois pas pourquoi que la MAMAGE dirait non, alors qu'elle-même a fait ce nouveau règlement-là de lotissement. Fait qu'on a la solution, sauf que j'imagine que nous, on doit faire la demande pour que la MRC nous donne officiellement le 5000 mètres carrés. Pour avoir discuté avec la MAMAGE, pour avoir discuté avec la MRC, personne ne s'objecte. Il n'y a pas d'objection comme telle. Fait que je pense que le mécanisme est pris, mais si vous avez cette information-là que je n'ai pas, je vais la prendre, puis je vais la rentrer dans la résolution, puis on fera l'exercice en même temps. Parce que plus qu'on a de l'information pertinente, mais écoutez, on parle, je vous répète, je vous le dis à vous, puis vous avez eu des appels. Quand j'ai parlé la première fois au MAMAGE des OGAT, c'était une orientation, c'était un souhait. Ouais. Après ça, c'est une orientation. Après ça, c'est une obligation. Dans la même phrase, là, dans même 5 minutes. C'est un souhait, une orientation, une obligation. Bon, on ne le sait pas. Fait que c'est pas clair pour eux. Là. Puis là, je vous parle du MAMAGE qui
ceux qui indiquent l'information. Parfait. là. Mais c'est bon, je vais vous envoyer juste ce règlement-là de lotissement et ça. Il y a le paragraphe, je pense que c'est le paragraphe 3 qui dit Parfait. la MRC peut le faire. Donc, on demande en même temps, on demande à la MRC officiellement de le reconnaître pour les particularités de Cantley. Ça ne veut pas dire que Wakefield puis Chelsea, C'est en plein les ça. autres l'ont, mais nous, ça fait longtemps. Puis ici, il était ici dans la salle, il doit les connaître. C'est quoi nos particularités, le préfet, là, quand il Ils est sont au venu. courant. Maintenant, Ils est-ce ont qu'ils pas vont que ça. demander des études hydrologiques, blablabla, on verra, mais c'est une façon de le préparer. Merci pour les derniers mois, la participation qu'on a eue. Je pense que ça valait la peine. Au début, c'est sûr qu'on voyait la signature du registre peut-être comme une menace à la démocratie, mais moi, je vois maintenant que ce n'était pas ça. Il y a beaucoup plus d'implication des citoyens, malgré qu'on a juste une vingtaine à une quarantaine de personnes qui participent actifs, mais on voit que le fait qu'on a un revenu pour avoir, ça nous donne des meilleurs plans d'urbanisme pour les prochains 25 ans, parce que le dernier date de 2000, fait que déjà 2005, déjà on est rendu à 20 ans, ça a valu la peine. Et ce qui me démontre aussi que le règlement puis je sais que vous avez tous rempli les mêmes sondages que nous on a fait, moi je ne vois pas d'un bon œil dans le futur le retrait du pouvoir référendaire aux municipalités. Je ne comprends pas pourquoi que la CAQ n'a pas ça, parce que c'est pas 25 personnes là, qui bloquent un projet. On n'est pas comme Gatineau, parce que 25 personnes dans le quartier vont bloquer un immeuble à prix modique. Là, ici, nous, Cantley, on l'a utilisé, puis ça n'a pas été facile de faire sortir 2800 votes pour avoir plus de consultations sur le plan d'urbanisme. Fait que moi, c'est un bon exemple. Une question que j'ai par contre sur la participation, c'est toujours une vingtaine de participation, mais on a entendu souvent, vous avez même eu une rencontre en privé avec les entrepreneurs, je ne les ai pas entendus parler. Là, je suis venu juste à 2 des séances. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu en avant. Moi, j'ai telle entreprise, c'est pour ça que je veux avoir 4000 mètres carrés dans le périmètre urbain, 3500. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont peur d'être intimidés ou tout, mais je pense que c'est important qu'ils se sentent à l'aise, les entrepreneurs, de venir parler. Je ne les ai pas entendus. C'est sûr que c'est difficile de. Je comprends la position qu'ils ont. Tu viens ici, est-ce que tu parles comme citoyen ou est-ce que tu parles au nom de ton entreprise? Mais on sait qu'ils ont mis beaucoup de pression, ils en mettent encore. Ça aurait été. Moi, j'aurais aimé, là, je dis parce que si on est public, j'aurais aimé qu'ils participent plus. Et ça revient à mon point, est-ce qu'ils ne participent pas parce qu'ils ont eu une rencontre privée avec le conseil un lundi soir? Non, ça n'a pas rapport. Les gens ont écrit, il y a des entrepreneurs qui sont dans la salle. Je n'en vois 2 minimum dans la salle présentement. Est-ce qu'ils vont venir au micro? Ça, je ne peux pas vous répondre, mais j'en vois 2 dans la salle à l'heure actuelle. OK. Il y en a au moins à des ateliers. Il me semble que j'ai vu 1 ou 2 entrepreneurs qui se sont présentés aux ateliers. Parfait. Il me semble, puis là, je vous dis de mémoire. Mais mon je suis sûr dans message, c'était il ne faut pas qu'ils se sentent à l'aise. Il n'y a rien de mal à venir dire moi, je suis pour 3500 mètres parce que voici ce que ça fait comme entreprise. On doit l'entendre. Alors, puis, il faut qu'ils se sentent à l'aise à parler. En même temps, c'est sûr, en même temps, tu viens, tu ne veux pas avoir tu veux pas avoir par la bande à te faire critiquer par des citoyens plus intenses, mais il faut qu'ils viennent parler aussi et non pas en privé. Je le dis encore, là, moi, j'aurais aimé les entendre ici, comme nous autres. Tu peux comme je suis sûr qu'il y a du monde dans la salle qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, puis c'est parfait. Ça, on vient après, on le dit. Mais il faut l'avoir au niveau transparent. On doit l'avoir quand on est enregistré, quand on est public ici, et pas en privé. Je trouve que ce n'est pas une bonne pratique. Vous avez vu la réponse du conseil, par contre, c'est de modifier les éléments en fonction de ce qui a été discuté avec la population publiquement. Oui, ça, je comprends. Mais pour terminer, merci. Puis, comme je dis, la recommandation, c'est d'envoyer justement pour pas qu'on se fasse dire la pression indue à la maman. Je disais, bien là, vous n'avez pas 5000 mètres carrés, vous êtes non conforme. Mais on demande que vous utilisiez votre pouvoir pour pouvoir donner le lot à 5000 mètres carrés. Je vais le mettre dans la résolution, puis on va faire les lettres. Merci, M. Merci. Bonsoir. Alexandre Kahn, district des Rives. Madame O'Brien, juste quelques questions. D'abord, à propos de la diminution de surface boisée. Dans le règlement qui a été publié au mois de mars, c'est écrit qu'on est allé de 70% à 60% pour les zones résidentielles ou d'habitation de type 1. Il y avait une exception pour les zones H2, H3, comme bifamiliales, trifamiliales, où on pouvait baisser jusqu'à 50%. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, mais effectivement, il faut aussi noter que les trifamiliales ne sont permis que dans la zone où est-ce que le IGA. Donc, voilà.
Donc, oui, effectivement, puisqu'on a une nécessité d'avoir des espaces de stationnement plus grands, puisqu'on a plus d'habitants. Donc, la superficie de déboisement requis pour les infrastructures de desserte automobile sont plus grandes. OK. Est-ce que le trifamilial est aussi autorisé dans le Mont-Cascade ou ça, c'est non? Ça, c'est... Le tri familial? Oui. Donc, à l'heure actuelle, techniquement, il n'y a rien qui peut se faire à l'intérieur de la zone intensive du Mont-Cascade, la zone où est-ce qu'il y a le ski, là, donc c'est quand même une très petite zone. Le schéma d'aménagement prévoit un plan d'aménagement d'ensemble, donc un PAE. Donc, pour qu'exemple, un tri familial ou tout autre bâtiment soit construit, il faut faire un plan d'aménagement d'ensemble qui est comme une grande révision réglementaire qui va venir modifier le règlement de zonage, puis tout ça va être assujetti aux personnes habiles à voter. Donc, la proposition du projet dans la forme proposée par le promoteur, qui est peut-être le propriétaire existant de Mont-Cascade, va devoir être assujetti. Donc, les dispositions normatives pour le Mont-Cascade sont comme un peu en suspens, tant et si longtemps qu'on n'a pas de projet, puis que le règlement de zonage n'est pas modifié. Mais exemple, les dispositions pour la superficie boisée, ça va rester la même. Donc, exemple, si dans le Mont-Cascade, la petite zone là, qui est intensive, où est-ce qu'il y a déjà la station de ski. Donc, à ce moment-là, oui, l'espace de superficie sera déboisé, mais l'objectif de cette zone-là, je pense, c'est plutôt de faire une zone qui est récréo-touristique. Donc, c'est sûr que ça va se détacher un peu du reste du Mont-Cascade qui est super boisé, qui est résidentiel, où est-ce que le tri familial n'est pas permis. OK, merci. Donc, l'exception pour 50% dans les zones résidentielles, si c'est du H2, ça c'est encore là. Juste pour savoir. Oui, Okay. donc ça l'a pas changé. OK. Je voulais aussi juste souligner pour tout le monde qu'une réduction de 70% à 60%, c'est une réduction de 14% et non 10%, juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Quand on s'est rencontrés au mois de janvier avec Mme Grondin, j'avais amené un point, juste une question, à propos d'une un petit peu une exception ou peut-être juste une liste d'usages permis pour, dans le cas d'abattage d'arbres. C'est permis d'abattre des arbres pour préparer le terrain à une construction et ce, au préalable d'avoir reçu un permis de construction. J'ai regardé après dans le règlement de permis et certificat, il y a vraiment, c'est un petit peu ambigu, il n'y a pas de clarification sur ce que ça veut dire. Comme on a vraiment vu des cas un peu exagérés de ça être utilisé, je questionne un petit peu pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être un petit peu plus clair. Qu'est-ce qui dicte si quelqu'un peut le faire avant d'avoir reçu un permis de construction et si c'est acceptable ou non? OK. Donc, exemple, si ce que vous voulez dire, je vais juste rephraser là, pour m'assurer de bien comprendre votre question, c'est pourquoi qu'on peut émettre un permis d'abattage d'arbres sur un lot où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement un permis de construction qui est soumis? C'est ce que vous me demandez comme question? Pas soumis, mais obtenu. Obtenu. Ouais. OK. Donc, souvent, c'est dans la séquence de réalisation des travaux, un entrepreneur va soumettre, exemple, un constructeur, un autoconstructeur, va soumettre un permis pour la construction du bâtiment. C'est-tu si pire que ça? Oui. Oui? Faut que tu parles proche. Oui? Parce qu'on dirait que je vais comme Non. frencher le micro, Ben, là. j'oserais point dire ça, mais faut que tu sois proche. Oui, mais là... OK. Bon, excusez, ma proximité au micro, j'ai une petite gêne. Bon, c'est mieux? Oui, c'est mieux. OK. Je suis comme pas habituée d'avoir quelque chose aussi proche de ma bouche, là. Bon, je suis un peu déboussolée avec tout ça. OK. Oui, abattage d'arbres. Donc, effectivement, en fait, là, on peut soumettre une demande de permis pour effectuer l'abattage d'arbres avant d'avoir obtenu un permis de construction. Tout simplement parce que souvent, les gens, surtout dans les autoconstructions, ils veulent séquencer en quelques années. Donc, je donne un exemple, les gens veulent préparer leur terrain, le temps qu'ils préparent les plans, leur financement et tout ça pour la construction de leur projet. Donc, effectivement, oui, ça peut être réalisé dans 2 temps comme ça. Donc,
pour ne pas pénaliser justement le fait que souvent on est prêt à faire le septique, l'allée d'accès et le déboisement avant la construction même. Donc, effectivement, quand on fait un déboisement pour la préparation d'un terrain en vue d'une construction, la superficie de déboisement est exigée, les mesures de protection des arbres aussi sont exigées. Donc, lorsqu'on dépose officiellement le permis de construction, s'il n'a pas été déposé avec la demande, une vérification est faite à savoir si la superficie d'espace boisé est respectée avec l'implantation proposée. Donc, exemple, si l'implantation a bougé, puis à ce moment-là, on ne respecte plus le 60 %, mais là, on va demander de compenser. Mais je vous dirais, c'est très rare qu'on se retrouve dans des situations comme ça, là. Ça représente peut-être 3 % de nos demandes de permis. Habituellement, les gens déposent tout ensemble, puis le font tout ensemble, là. Donc, le permis, ils sont tous délivrés en même temps. Ben, je suis d'accord que, je veux dire, ça, c'est un usage raisonnable. J'ai pas de problème avec ça, mais pour moi, c'est pas le 3 % ou whatever, c'est comme le 1 % où il peut y avoir de l'abus ou des excès. Donc, je juste demande d'essayer de clarifier le règlement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que imaginez une situation où un promoteur veut faire un projet qui est vraiment pas acceptable pour la majorité du conseil ou le CCU ou l'urbanisme, puis il se fait émettre un permis parce qu'il dit ben je veux faire la construction bientôt, puis après ça, une fois que c'est proprement évalué, ben c'est rejeté. Mais après ça, il a massacré toute la forêt, puis après ça, ça reste comme ça pendant des années. Pour moi, je veux dire, c'est assez facile de juste clarifier le règlement pour éviter des Mais c'est situations. sûr que là, comme- si on est dans comme une ça. situation où est-ce que c'est un projet intégré ou, exemple, une ouverture de rue, on est dans un autre registre. Donc là, on parlait d'une résidence unifamiliale. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Donc, c'est sûr que si on prend un terrain et qu'on veut faire un projet intégré, la superficie de déboisement n'est pas la même. Donc, puis c'est assujetti au CEPIA. Donc, effectivement, là, dans ce cas-là, les permis seront tous émis en lot. C'est qu'une gestion administrative. Donc, c'est sûr que oui, on a le règlement de permis et certificat qui indique le contenu des demandes, mais il y a aussi une gestion administrative qui vient superposer ça, surtout dans le cas où est-ce qu'on a des projets d'envergure qui sont assujettis à un processus discrétionnaire. Donc, effectivement, si, exemple, on est dans un cas de lotissement, que le lot n'existe pas et qu'on veut faire une ouverture de rue, le déboisement ne sera pas traité pareil qu'un unifamilial. Donc là, c'est vraiment du cas par cas selon les travaux projetés. OK. Mais il y a quand même des cas, comme je vous ai pointé au mois de janvier, qui sont vraiment pas nécessaires. En face, sur la 307, en face du Montée de la Source, il y a un terrain qui a été déboisé partiellement, mais quand même, ça fait presque 2 ans. Le propriétaire est allé juste couper tous les arbres, puis après ça, il l'a mis en vente, puis on attend toujours là. Je veux dire, s'ils allaient construire, c'est logique, mais ça me semble quelque chose Ok. qui peut être rectifié facilement. En tout cas, on va passer, j'ai une couple d'autres questions. Est-ce qu'il y a eu des changements majeurs à la grille de zonage depuis le dépôt de l'ébauche au mois de mars? Oui, toutes Oui. les trifamiliales qui ont été retirées, multifamiliales aussi. Non, non, je dis depuis la version au mois de mars, donc après le registre. OK, le 11 mars, OK. Ben oui, certains secteurs ont été modifiés. Il y a eu une modulation de certaines zones, mais grosso modo, là, le gros du travail avait été fait suivant les consultations qu'on a eues en 2024. Donc, le registre et tout. Mais c'est sûr qu'il y en a eu peut-être des sporadiques, là, tout dépendamment des commentaires qu'on a eu de citoyens, mais je ne peux pas tous vous les nommer comme ça, mais ils vont apparaître là, dans la version finale qu'on va vous partager. OK. Donc, juste souligner quelques affaires qui sont en rapport avec le mois de mars. Donc, je m'excuse si ce n'est plus à date. Mais quand j'ai entendu comme les présentations dans les ateliers et ce qui a été présenté dans les capsules où par le conseil, on parlait vraiment d'une question de, on a reculé sur la densification ou on a enlevé les mesures de densification, ce qui est vrai en termes pour le trifamilial et le multilogement dans la grande majorité, comme vous l'avez bien expliqué. Mais quand je regarde la situation des bifamiliales, les bifamiliales jumelées, les bifamiliales en rangée, il me semble qu'on va de l'avant avec la densification dans ce Je veux juste de ce côté-là. préciser Ouais. qu'un bifamilial en rangée ne peut pas se faire avec des terrains de 5000 mètres carrés. Donc, il faut comprendre qu'il faudrait faire un bâtiment de 45 mètres, donc pas respecter les marges de recul. Donc, c'est sûr que toutes ces formes-là de bâtiments seront dans des bâtiments, dans des projets intégrés. Donc, ce ne sera pas dans des projets où est-ce qu'on a un lot distinct.
Et puis, quand on les voit permis à la grille, c'est qu'ils sont permis à l'intérieur d'un projet intégré, mais autrement, le bifamilial, exemple, c'est comme un unifamilial avec un logement supplémentaire, chose qui était déjà aussi autorisée auparavant. La seule chose qui change, c'est qu'on pourrait l'avoir en mode jumelé, qui peut se faire sur, mettons, 2 terrains de 5000 m². Mais c'est sûr qu'en termes de rentabilité, je pense pas que c'est quelque chose qu'on va voir là, qui est super... Mais le 5000 mètres, c'est un minimum. Si quelqu'un achète un lot qui est plus grand, est-ce possible? Oui, mais c'est sûr que là, tout son sens, on ne fera pas un jumelé sur 2 lots de 10 000 m². Là, on s'entend que les gens vont vouloir un unifamilial sur leur lot de 10 000 m². Une personne ou des gens, oui, mais un promoteur qui veut faire un plus gros projet. S'ils veulent faire un projet intégré, le projet intégré en soi, c'est comme, comment je pourrais dire, il l'organise à l'intérieur du projet lui-même. Par la suite, c'est assujetti au PIA. Donc, les formes de bâtiments, comme exemple qu'on voit où est-ce qu'ils ont une plus grande densité, c'est à l'intérieur d'un projet intégré. Mais un projet intégré, c'est juste 30% de superficie au sol qui est permise. Donc, il y a quand même une limite à ce qu'on peut aller atteindre. Si le promoteur prévoit un projet intégré avec 2, 3 bifamiliales ou tout dépendamment de ce qui est articulé, mais c'est sûr que ça ne sera pas tous les lots de 5000 m². Donc, c'est dans les projets intégrés qu'on va retrouver cette typologie-là de bâtiment. OK. Mais honnêtement, ça ne me rassure pas vraiment que votre réponse, parce que comme ce qu'on a vu dans le passé, c'est que les projets intégrés ont été utilisés de façon à contourner la réglementation. Maintenant que la réglementation, je comprends qu'on a eu beaucoup plus de règlements avec les points et tout ça, c'est excellent, je suis entièrement d'accord, mais juste pour être clair, comme dans l'ancien règlement de zonage, on avait 74 zones distinctes, il y en avait 2 qui permettaient le bifamilial. Et maintenant, le bifamilial est jumelé et permis dans presque l'entièreté des zones résidentielles qu'on a. Les zones, le bifamilial orangé, j'avais combien? La zone RE 19, 21, 23, ça c'est juste pour en nommer quelques-unes. Donc, je veux juste que peut-être qu'on peut être un petit peu plus clair quand on dit qu'on a enlevé les mesures de densification. Pour moi, ça c'est pas vrai. C'est peut-être correct, c'est peut-être ce que la majorité de la population veut, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été présenté dans tous ces ateliers? Il me semble que c'est un détail très pertinent. C'est un détail pertinent, mais ce n'est pas de la densité en tant que telle. On s'entend qu'un projet intégré, oui, c'était permis avant, puis on pouvait faire aussi des bifamiliales si on le souhaitait. C'est que là, on vient vraiment définir la typologie. Avant, bifamilial, ça pouvait être vu comme un unifamilial avec un logement supplémentaire. Là, maintenant, on vient bien le déterminer. Puis, auparavant, les règlements de projet intégré, on n'avait même pas 2 paragraphes là, dans le règlement de zonage qui venaient encadrer ça, puis on n'avait aucun processus discrétionnaire. Donc, c'était comme si on faisait une demande de remise. Donc, en fait, si tu étais conforme à ce qu'on exigeait, tu avais ton permis. Aujourd'hui, on demande des études hydrogéologiques, on demande des études d'impact de circulation, ça passe par PIA, c'est un processus qui est rigoureux. Donc, effectivement, oui, il y a une forme de densité à travers un projet intégré. C'est l'essence même d'un projet intégré, c'est d'avoir plusieurs bâtiments principaux sur un seul lot. Donc, ça, c'est un concept urbanistique qui est intégré à travers notre règlement, qui est bien balisé, mais qui est prévu aussi dans le schéma d'aménagement. Puis, les gens vont quand même pouvoir le voir à travers une consultation publique, à travers un processus de PIA. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-ci, c'est pas, exemple, si un citoyen décide de faire un projet sur un lot de 5000 m², c'est un projet intégré en tant que tel qu'on parle. OK. Je veux juste dire que comme ma préoccupation principale, c'est que ça continue à faciliter la croissance de notre municipalité sans qu'on a trouvé une solution aux problèmes qu'on a. Pour moi, ça c'est... Je ne comprends pas pourquoi on va dans cette direction. On a fait beaucoup de bonnes choses. Le conseil et le service d'urbanisme a fait beaucoup de bonnes choses depuis le registre. Donc, je ne veux pas donner la semblance que tout ce que je me fais, c'est se plaindre. Mais on facilite encore notre croissance. Ça, c'est le but, on dirait, des règlements. Mais on n'a pas de place dans nos écoles. On n'a pas parlé de plan pour la garderie. Quelqu'un a demandé une question au dernier atelier
c'est quoi le grand plan et tout ça, et vous avez répondu qu'il n'y en a pas. On regarde chaque projet un à la fois. Je n'ai pas mentionné qu'il n'y en a pas, là. Puis si vous voulez avoir une réponse plus claire, on a quand même aussi un autre document de planification à édicter qui est le PPU, là, donc un plan particulier d'urbanisme, où est-ce qu'on va prévoir justement ce genre d'éléments-là. Donc, on va s'asseoir avec les organismes concernés, qui sont les commissions scolaires, et pour pouvoir prévoir ça. Mais à l'heure actuelle, ce qu'il nous faut, c'est une base réglementaire. Puis par la suite, on va pouvoir venir affiner nos besoins à travers un PPU qui est une étude encore plus approfondie de nos besoins en termes de services municipaux, en termes de services scolaires, en termes de plein d'éléments. Mais là, en ce moment, on est dans la base. Donc là, vous demandez d'aller dans une planification qui est très, très pointilleuse, qui se fait avec un outil d'urbanisme qu'on n'a pas encore adopté, mais certainement que c'est des discussions qu'on va avoir. Mais il faut comprendre que notre règlement de zonage, on l'a depuis 2005 sans aucun PPU, sans planification détaillée. Puis, ce qu'on souhaite, c'est se doter de ça, mais il faut quand même avoir une base réglementaire pour pouvoir passer à l'autre étape où est-ce qu'on va pouvoir prévoir la densification, qu'on va pouvoir prévoir les écoles et tout ça. Moi, je pense que ça aurait dû être fait il y a longtemps, mais bon, ça, c'est une autre question. J'avais une autre question, mais je l'ai oubliée. Donc, je veux dire merci. Je laisse la place aux autres. Merci. Merci. Faut-tu que je pèse sur le bouton? Non, il est Ok. ouvert. Juste baisser votre micro, par contre. Bonjour. Mon nom, c'est Pascal Daou. Je suis dans le district numéro 3. Désolée pour le masque, j'ai une bronchite, fait que je ne vais pas vous la donner. J'ai plusieurs questions parce que, comme Alex Kahn a dit, pour moi aussi, je trouve ça important qu'il faut planifier à long terme. J'ai un doctorat en géologie et en changement climatique, alors je comprends que la planification, c'est très important. Et étant de la jeune génération, veux pas, les changements climatiques m'inquiètent beaucoup. Et augmenter la densification, je comprends qu'il y a plus d'immigrants, il y a plus de gens. Il faut quand même laisser de la place aux gens. Mais moi, j'aimerais ça que ce soit bien fait. J'ai vu beaucoup d'améliorations. J'aime ça. Ça me donne espoir. Mais ce qui m'inquiète, c'est aussi les projets intégrés. Comme j'ai pu voir que c'est encore sur un des sites Internet qu'il y a un lot sur Sainte-Élisabeth qui est à vendre pour 4 millions de dollars. Et je trouve ça un petit peu enrageant dans le sens que avant que ce soit mis en vente sur un site Internet ou comme real estate, on devrait, bien entendu, en parler à la population avant, puis faire les démarches. J'ai juste mentionné que ce n'est pas un projet qu'on a reçu, là. C'est vraiment un entrepreneur qui a décidé de mousser la vente de son terrain avec un projet qui correspond pas du tout aux normes du OK, règlement donc ça du passera zonage. pas. Non, pas du OK. tout, là. Non, Mais pas c'est du juste tout. parce que vu que je le voyais encore sur Internet... Oui, mais nous, on n'a pas de contrôle sur qu'est-ce que les gens OK. affichent sur Realtor, là. Non, je suis d'accord, mais Oui. peut-être, tu sais, le dire, parce que veux pas, ça Oui. émet des Mais inquiétudes. ça a déjà été posé lors d'une consultation, puis OK. ça a été répondu aussi, là. Non, inquiétez-vous pas, Bien, là. je l'avais déjà entendu, mais OK. c'est juste que le revoir avec le montant augmenté, parce qu'avant, c'était à 1 million de dollars. Et le fait que c'est rendu à 4 millions de dollars, je m'étais dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais c'est Écoutez, bon à savoir que ça fait pas partie. Non. Excusez. On va... Donc, c'est bon à savoir, mais je suis d'accord avec Alex Kahn que pour les projets intégrés, je trouve que c'est une voie de contournement, littéralement. Et j'aimerais ça, si possible, qu'on se dote de meilleures façons de pouvoir mieux gérer ça pour que, justement, il n'y ait pas trop d'arbres qui se fassent couper, Mhm. que les aquifères soient pris en compte. Les argiles sensibles, je ne sais pas si vous êtes Mhm. vous connaissez ça, tu sais, moi, ça fait partie de mon bac en géologie. Il y a une maison dans mon quartier qui est partie en raison des argiles sensibles, donc il faut faire attention à ça. Dans le fond, ce que je demande, c'est juste qu'on fasse attention justement pour pas que tout le beau travail qui a été fait soit mis de côté lorsqu'un projet qui a l'air très beau sur papier est présenté. Ben, je suis totalement d'accord avec vous, là. Je pense que l'objectif d'avoir des règlements rigoureux puis de demander toutes ces études-là, c'est d'avoir des projets de qualité qui sont durables, puis qui sont dans l'optique de développement durable puis de préservation de notre environnement, là. C'est pour ça aussi que si vous entendrez les retours qu'on a des promoteurs concernant toutes nos exigences, ils nous disent, ben là, vous êtes un peu tombé sur le... En tout cas, bref,
c'est qu'on est très exigeant, puis l'optique de tout ça, c'est d'avoir des projets de qualité. Donc, c'est pas de faciliter l'atteinte de densité, au contraire, là, c'est d'avoir des projets qui répondent à nos besoins, qui s'intègrent bien dans notre environnement, puis qui respectent aussi l'aquifère qu'on a aussi, là, donc pour pas impacter les citoyens aux alentours. C'est bon à savoir parce que quand il y a eu le développement du lave-auto, chez moi, on a vu une différence dans le débit d'eau. Et on a même eu de la contamination dans notre puits. Donc, c'est bon de savoir que vous prenez ça au sérieux. Parce que, je peux vous le dire, j'ai été malade à cause de l'E. coli et tout ce qui a été mis dans notre puits. T'sais, je sais que c'est pas nécessairement eux, ça peut être n'importe quoi, mais ça démontre à quel point il faut faire attention avec l'eau. Donc, ça, c'est un autre point, parce que, sincèrement, c'était pas le fun d'être malade. Et ça m'amène à, bien entendu, la 307. Parce que, veut pas, plus de voitures avec plus de gens veut dire plus de pollution. Là, je suis contente de voir qu'il va y avoir une étude, mais cette étude-là va être faite comment, par qui, comment? En fait, nous, on a fait une demande par résolution au ministère des Transports parce que la 307, c'est une route régionale qui est sous dans le fond, la gestion du ministère des Transports. Puis, excusez-moi, je me décolle toujours. Et puis, c'est eux qui vont faire l'étude nécessaire en fonction de tous leurs barèmes. Donc, c'est sûr que je ne connais pas nécessairement tous les barèmes de l'étude, mais la résolution est quand même bien détaillée avec tous les éléments qui sont demandés. Aussi, chaque projet va devoir faire une étude d'impact. Donc, ils vont soulever la situation actuelle, la situation projetée en fonction du projet, donc le débit projeté. Et on va avoir un portrait de exemple qui reste, je ne sais pas, là, je dis ça comme ça, mais un espace de 25 voitures sur la 307 pour atteindre un taux de congestion qui est devenu problématique. Mais tu sais, le conseil va pouvoir avoir des éléments, des arguments tangibles, scientifiques pour prendre une décision, savoir est-ce qu'on accepte ce projet-là en termes de densification parce que on atteint presque le point là, qui est acceptable, le taux de tolérance qui est acceptable en termes de circulation automobile. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de barèmes, là, j'essaie de simplifier ça, là, mais l'étude en termes d'impact de circulation, tout ce qui est requis, là, tous les requis, tient sur une page, là, donc c'est quand même très, très détaillé pour l'entrepreneur. Puis nous, c'est son demande à la 307 de façon urgente d'effectuer, la 307, la MTQ de façon urgente d'effectuer une étude sur la 307 et la congestion à Kentley. Donc, l'étude pour la 307, c'est pas nécessairement dans l'optique de l'agrandir, c'est plus pour voir justement au niveau de la densification, l'urbanisation, c'est ça? Bien, dans le fond, le MTQ, comment il procède, c'est qu'ils vont analyser à savoir s'il y a des interventions potentielles qu'ils peuvent faire pour atténuer. Donc, des interventions, ça peut être des élargissements. Comme là, je sais que pour Denis, ils ont prévu une voie de tournage sur la Denis 307 à l'intersection, une voie de tournage à gauche sur la 307 et sur une voie de tournage à droite sur le chemin Denis. Donc, c'est des améliorations qui sont faites comme ça. Est-ce qu'ils vont en faire? Je pense que ça va dépendre du résultat de leur étude, tout dépendamment de ce qu'ils vont avoir vu. Tu sais, ça se peut que les mesures de mitigation soient faites à Gatineau et non à Kentley. Donc, tout dépendamment, tu sais, il y a une analyse origine-destination qui est faite en fonction de où est-ce que les gens se rendent, à quelle heure les gens se rendent. Puis bon, c'est assez compliqué, là, tout ça. Là, c'est comme quand même une science en soi, là, mais c'est vraiment dans cette optique-là de nous, ce qu'on demande aux promoteurs, puis aussi ce qu'on demande au MTQ. Là. Parce que je dois vous avouer que moi, j'habite à Kentley depuis extrêmement longtemps et j'ai souvent entendu que le but de ces études-là, c'était pour agrandir, justement pour aider le flot de circulation. Mais là, ce ne sera pas nécessairement le cas, ce serait plus des points névralgiques. Bien, c'est sûr que je n'ai pas la réponse à vos questions, là, du sens que c'est vraiment le MTQ qui va apporter les mesures de mitigation nécessaires. Je ne pense pas que c'est nécessaire de faire une deuxième voie à la 307, mais moi, je ne suis pas experte en circulation automobile et en congestion. Ça peut être des améliorations qui sont faites au niveau du pont Alonso. Ils vont vraiment intervenir sur ce qui est problématique s'ils ont à intervenir. Donc, je ne peux pas me prononcer sur s'ils vont faire des choses. Donc, tout va vraiment résulter de leur étude. C'est sûr que déjà, l'élargissement du pont Alonso, c'est un élément qui dure depuis quand même plusieurs années ou décennies, là, à savoir si ça sera réalisé ou non. Mais voilà, je ne détiens pas la réponse de tout ça, les réponses pour tout ça. Mais ce que je peux rajouter, ce qu'ils peuvent faire aussi,
Ce qu'ils peuvent faire aussi sur la 307, c'est exemple Sainte-Élisabeth 307, trouver des façons de réduire le trafic, améliorer que les gens peuvent sortir plus sécuritairement dans ces commentaires-là. L'objectif, c'est pas de revoir la 307 puis l'agrandir à son en entièreté. C'est de régler certaines situations qui sont problématiques puis de diminuer les accidents ou les projets. Ces éléments-là, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est de savoir aussi le flot de circulation que ça donne. Est-ce qu'on pourrait mettre un édifice de 50 étages sur un endroit? Est-ce que ça se ferait? Est-ce que le flot de circulation pourrait le prendre? C'est un exemple que vous comprenez que je serais farfelu, là, mais c'est exemple comme ça. Fait que pour le moment, ce qu'on leur dit, c'est mettez vos études à jour, faites les études, revoyez ça. Le Conseil a ciblé certaines intersections problématiques depuis quelques années, entre autres Sainte-Élisabeth 307. Il y en a un autre endroit, là, je ne me souviens plus exactement. Denis 307. Puis ça, c'est des éléments qu'on leur demande de valider. Ça. Mais l'objectif, ce n'est pas de refaire la 307, c'est de trouver une piste de solution pour améliorer dans un premier temps. Et deux, voir c'est quoi le flot de trafic, si vous me portez l'expression de l'aise, le flot, c'est quoi le flot de trafic qui passe, pour savoir est-ce qu'on peut augmenter la densité ou pas. Le débit. Donc, dans le fond, c'est plus un outil pour permettre de soutenir le fait qu'on ne veut pas nécessairement une densification énorme à Cantley. C'est plus, plus vu comme ça. C'est pour que le développement du territoire soit cohérent et n'engendre pas de congestion supplémentaire. C'est dans cette optique-là. Mon autre question, ce serait par rapport justement à comme autour du IGA ou maintenant les multifamiliales. C'est ça. Ça veut dire que les multifamiliales seront permises à cet endroit-là. Juste sur le terrain on dit du IGA, c'est pas nécessairement le terrain qui appartient au IGA. Là. En réalité, là, si vous êtes au Tim Hortons et au McDo, c'est le terrain sur le même terrain devant ça. OK, fait que c'est celui avec justement les 3 puits qui ont été... Non, elle n'a pas ça. Non. Oui, parce que c'était un peu dur à voir sur la diapositive. C'est vraiment le terrain où est-ce que vous retrouvez le IGA, le Dollarama, le McDo, le Tim, c'est ce terrain-là. Mais si vous vous souvenez, là, si vous regardez devant, quand vous avez l'accès pour entrer au Tim et au McDo, mais l'autre côté, là, il y a un terrain vacant, c'est là qu'on parle. Puis, multifamilial, est-ce que ça va être justement comme un bloc appartement? Ou on ne le sait pas encore? Mais multifamilial, c'est 4 logements et plus. Donc, souvent, ça a la forme d'un bloc appartement, là, effectivement. Là. Donc, c'est sûr que dans ce cas-ci de mémoire, c'est jusqu'à 10 logements, je pense qu'il pouvait aller. Okay. Il pourrait faire un premier étage de commerce, etc. Oui, il peut faire un projet mixte, dans le sens que ça peut être un rez-de-chaussée commercial, exemple, avec un gymnase, un gym en bas et puis les logements au-dessus. Là, donc, on n'a pas si vous la question est là, si on a un projet, on n'en a pas entre les mains. OK. Ben, c'est parce que j'avais entendu parler qu'à un moment donné, Anytime Fitness était censé arriver, puis là, ça fait que ce n'est pas. C'est pas parce que je veux un Anytime Fitness, c'était juste pour savoir si c'était pour ça, là. Mais il n'y a aucun projet concret là, qui est déposé pour cette zone-là. C'est juste que nous, en matière d'aménagement, en fonction de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il faut autoriser ces usages-là à quelque part dans le territoire. Donc, c'est l'endroit logique où l'autoriser, puisque c'est déjà très commercial. Donc, on a déjà des infrastructures communes dans le projet intégré. Donc, on a des stationnements et tout ça. Donc, c'était logique de l'autoriser dans cet endroit-là plutôt que de l'autoriser dans un endroit où est-ce que c'est de la forêt ou vice-versa. Est-ce qu'une fois qu'un projet est présenté ou a l'air plus intéressant, si je peux dire, est-ce qu'il va pouvoir être présenté aux citoyens avant que ce soit accepté? Mais exemple, si un projet qui comporte comme un projet, mettons, pour un bâtiment multifamilial, c'est assujetti au PIA et les projets d'envergure peuvent faire l'objet d'une consultation publique. Là. Donc, effectivement, il serait présenté à la population avant d'être accepté par le conseil municipal. OK. Bon, mais merci beaucoup, c'était toutes mes questions. Merci. Merci. Bernard Ouellette, 117 Chemin River. Là, il y a un projet intégré qui a été commencé selon les anciens règlements en face de chez nous. Pour l'instant, c'est un champ de roche avec une coupe d'arbres qui sont tombés à terre. Il n'y a rien qui bouge. Est-ce qu'on est en limbo entre les anciens et les nouveaux règlements ou est-ce que lui, il peut fonctionner selon les anciens règlements? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ma question. Mais c'est sûr que là, on ne peut pas nécessairement répondre précisément pour ce projet-là puisque
si, exemple, les permis ne sont pas nécessairement émis pour les constructions, on ne peut pas se prononcer publiquement. Puis, honnêtement, c'est pas moi qui fais la gestion de ce projet-là, donc je ne pourrais pas vous donner l'information précise. Mais la question, M. Ouellet, si je comprends bien, est-ce qu'il va être sujet aux nouveaux règlements ou aux C'est ça, anciens? c'est ça. Il est sujet aux anciens règlements. Oui. Fait que ça, d'emblée, c'est ça. Mais il y a certaines normes que c'est le nouveau règlement. Fait que j'ai beau dire que c'est l'ancien, mais quand il va arriver à la construction, ces choses-là, corrige-moi, là. La construction, ça va être les nouveaux règlements. règlement. OK, la Exemple, construction. je fabule encore, là. S'il y avait un édifice de 50 étages en avant de chez vous, là, je fabule. OK, vous comprenez ce que je veux dire? Je fais rire. Mais je pense que j'aimerais mieux ça qu'un champ de roche, là, OK, mais en tout cas, ben, c'est un pas grave. édifice de 50 étages, puis était construit avec du vinyle, mais le nouveau règlement pourrait dire c'est de la brique, mais il faudrait qu'il mette de la brique. OK, bon, Exemple, OK, je vous dis ça de même, OK, là, mais OK. c'est très, très spécifique. Fait qu'on connaît pas on n'a pas vu les plans de construction, on n'a pas vu ça. Fait que c'est beau vous dire OK, ça, on ne l'a OK. pas vu. Non, mais c'est juste un peu aussi que la remarque de la dame qui était ici précédemment, quant à l'eau dans son puits. Mhm. Moi, ben là, j'ai été obligé de faire des changements parce que j'ai de l'eau dans ma cave comme j'en avais pas eu avant. Donc, j'ai été obligé de faire des rénovations pour installer des pompes, des choses comme ça. Fait que clairement, ce qui a été déboisé en haut semble avoir un effet sur la descente Le de l'eau ruissellement, jusque chez nous. En les, tout cas, les eaux c'est- pluviales. il n'y a pas de contamination, là, mais ça me semble avoir accéléré un petit peu les choses. C'est pour ça qu'on se demande, il va-t-il se passer quelque chose ou pas, mais évidemment, vous ne savez pas. D'accord, merci. 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 Je voulais dire, quel changement d'ambiance maintenant avec toute la consultation que vous nous avez permis. C'est vraiment magnifique. Puis quand on pense que les autres à Québec, ils veulent nous enlever ça, c'est vraiment dommage. Jean-Baptiste Michon, District des Parcs. J'allais faire le même message. C'est fascinant de voir l'évolution dans le niveau de dialogue des consultations entre avant et après le registre. Là. C'est fascinant, donc merci beaucoup pour ça. J'avais préparé une longue liste de questions, mais là, avec l'écran végétal à 6 mètres, le terrain à 5000 mètres carrés, j'ai plus grand-chose à dire. Tant mieux. Quelques petites questions quand même. Je ne sais pas s'il y avait des exceptions ou quand on dit un écran à 6 mètres, est-ce qu'il y a des notes où je vais avoir des surprises quand je vais regarder les règlements ou c'est 6 mètres pur? Bien, c'est 6 mètres pur. Par contre, je peux vous répondre tout de suite, c'est proportionnel au terrain. Ça veut dire quelqu'un qui a un terrain de 4000 mètres, c'est une règle de trou. C'est une règle, corrige-moi, là. Quelqu'un qui a un terrain de plus à moins de 5000 mètres, pour le 6 mètres, il est proportionnel. C'est pas 5000 mètres, c'est 3000 mètres. Donc, exemple, un terrain qui est de plus petite dimension, je pense que c'est 3000 mètres, peut réduire l'écran végétal jusqu'à 50%, donc jusqu'à 3 mètres, si nécessaire. Là. Ben ça, on avait déjà ça, je pense, dans l'ancien Oui, règlement, donc c'est- j'aurais pas de Mais vous me surprise. demandez s'il y a Ouais. ça, il y a une Non, différence. ben, c'est bon. J'ai hâte de lire ça. Merci beaucoup. Petit détail, mais à la slide, nombre d'étages permis, je n'ai pas le numéro de la slide. Je ne sais pas si vous pouvez revenir dessus. Je ne sais pas si c'est un détail, mais j'aimerais ça le comprendre. Mhm. Il y a comme une tache rose sur la carte. Ah, Et puis, je suis curieux de savoir c'est quoi. Je vois que c'est autour de l'école La Rose des Vents. À droite, je pense que c'est PU2. moi aussi, je vais regarder. Non. C'est le nombre d'étages permis, suite. L'autre d'après, je pense. Non. Je l'ai vu passer en vitesse, là. Il n'y a pas le numéro de slide sur notre printout. Fait que... Voilà, c'est là. celle-là. Juste avez-vous une explication sur le PU2, la tache Mhm. rose qui est là, puis on la voit aussi dans le PU4, l'autre bord? Oui. Parce qu'on voit qu'avant ça, c'était 2 à 3, maintenant c'est permis 3, ça saute un peu dans le décor. Ben, c'est la même chose, en fait. C'est que là, maintenant, l'étage max, c'est 3. Donc, avant, c'était 3 aussi. Donc, ça n'a pas changé. C'est juste que là, puisque dans l'édiction de la légende, on change comme mettons, le nombre d'étages. Donc, avant, le nombre d'étages gris était 2 à 3. Maintenant, le nombre d'étages gris, c'est 2. Donc, dans la carte, c'est la représentation graphique qui change. Mais oui, effectivement, dans les deux cas, les zones PU2, PU4, c'est 3 étages maximal.
Je ne suis pas nécessairement contre, je suis juste curieux le pourquoi. Là. Tout dépendamment. Donc, il y a plusieurs services scolaires parce qu'il y a aussi les raies de jardin là, avec la topographie de Kenkey, tout dépendamment des projets. Puis pour les zones qui sont institutionnelles, on prévoyait 3 étages, tout dépendamment des besoins. Donc, c'est exemple, on veut aller à 3 étages pour X, Y raison, tout dépendamment de la topographie des terrains, on le permettait à 3 étages. OK. Je vais prendre ça, merci. Une autre question, c'est que, bon, on a enlevé toutes les mesures d'identification, mais là, on a commencé des études hydrologiques, on a commencé des études sur la caractérisation des espèces vulnérables, etc. Est-ce qu'il y a des endroits qui vont être ciblés pour être pour de la conservation dans le périmètre urbain, ou est-ce qu'on s'enligne vraiment à développer l'ensemble du périmètre urbain avec une maison entre les 5000 m²? Mais déjà, à l'heure actuelle, dans le plan d'urbanisme, on a les corridors écologiques, on a les parcelles à haute valeur écologique, on a les milieux humides et tout ça. Donc, déjà là, c'est des éléments qui sont comme protégés par Est-ce des... qu'ils sont déjà identifiés sur le territoire, ces parcelles-là? les Ou est-ce parcelles, qu'elles sont en train d'être définies? mais là, on est en train de réviser ces éléments-là pour avoir une caractérisation qui est beaucoup plus précise. Puis, c'est ça qu'est-ce qu'on avait actuellement. Donc, on va venir affiner nos données au niveau environnemental. C'est sûr que suivant l'affination des données, on va sûrement apporter des modifications réglementaires en termes de conservation, mais c'est sûr qu'il nous faut les données. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on veut conserver telle ou telle zone sans connaître son potentiel. Donc, effectivement, je pense que c'est des discussions qu'on pourra avoir là, suivant les études qu'on va avoir là, de caractérisation naturelle. Comment ça fonctionne, peut-être de façon générale, si jamais il y a une des études qui arrive et qui dit, bon, ben, tel secteur, il faudrait conserver, est-ce que si on revient remodifier le règlement ou de quoi? Un règlement de zonage, c'est évolutif. Donc, habituellement, c'est supposé être modifié selon les études qui sont faites, que ce soit des études environnementales, des études, toutes études possibles, que ce soit même anthropique ou vice-versa. C'est censé s'adapter à la réalité du territoire puis aussi au mode de développement. Là. Donc, c'est pas censé être statique et figé pendant des années. Donc, effectivement, lorsqu'on aura, exemple, la réception de cette étude-là, il pourra y avoir une consultation publique, puis une démarche participative auprès des citoyens, puis une modification qui sera entamée par la suite. Mais sachez que toute modification réglementaire par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit une consultation publique. Là. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je peux tout simplement vous remercier de votre participation. Ça s'est fait dans le respect, dans la bonne ordre, puis c'est vraiment agréable. Puis je fais juste vous dire, elle m'a remis mon coup. Puis je vais tenir, je vais passer quelque chose qu'elle ne sait pas. Mais Alex, toi et ton équipe, vous avez fait une job de tonnerre. Fait que bravo, parce que c'est vraiment bien mérité. Sur ça, je vous invite à aller profiter du petit peu de soleil qui nous reste. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je la vois pas. Ils l'ont annoncé.
dans le garage. Ouais. Mais là, avant, j'avais un camion. OK. Mais comme le camion, il sortait juste à ça. Ouais. Fait que la première fois que j'ai rentré pour l'avoir réparé, je me disais pas là. Ouais. Il marche pas le camion. Il est pas là. Oui. Fait que là, j'appelle un de mes chums que lui, il a un camion. Fait que mal lâché là-dedans. Pourquoi? Vous allez le mettre à l'eau, l'autre bord? Il y a juste une place, c'est l'ancienne église. Oui. En fait, c'est un il y a un club qui se fait tomber. Ouais. On va là, après ça, on va. Oui. Le lien est avec normalement, c'est Charles et le lien. Dans ma cave,